Jean, nous ne sommes pas toujours du même avis, mais une chose que, en fait, tout le monde est d'accord, c'est Bret Hart a connu une carrière absolument extraordinaire, hors pair à la World Wrestling Federation, 2 fois champion de la World Wrestling Federation, 2 fois champion intercontinental et 2 fois champion par équipe. Alors, je crois que c'est juste qu'on lui rende cet hommage. From Calgary, Alberta, Canada. Ladies and gentlemen, would you please welcome Du grand champion, le seul et unique, le toujours populaire. O fantástico, o poderoso. Este caballero ha sido 2 veces L'excellence de l'exécution. the Hitman, Bret Hart. Austin 316 says I just whipped your ass. Mesdames, messieurs, Sim. pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du CIM. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable NSMGF, animateur du CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est NSMGF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier. Mais comme dirait Sylvain Grenier. Et Sylvain Grenier qu'on a vu dernièrement, puis on lui a parlé qu'à chaque semaine, on parle de lui. Tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à ça, sourd, aveugle, sénile, amnésique. T'es tellement pas fin. Tellement pas fin. Si ma mère était vivante, là, elle serait pas contente. Amnésie, mesdames, messieurs. Numéro 150, podcast sur Bret the Hitman Hart. Mais avant d'aller avec le podcast, je veux juste faire une parenthèse. Ceux qui ont vu le Royal Rumble samedi dernier, on a eu la présence de la championne Knockout TNA, Jordan Grace, dans le match féminin du Royal Rumble. Et quelle performance elle a fait. Oui, effectivement, je voulais t'en parler, mais je voulais parler rapidement. On ne s'est pas vu depuis la soirée Pat Patterson, Oui. où notre ami Bertrand Hébert a ingurgité quelques shooters à la Pat Patterson, c'est-à-dire vodka canneberge. Vodka et un soupçon de canneberge, parce qu'il était quand même assez corsé, les shooters. Et il y avait Pat Laprade là, qui nous a demandé de mettre une entrevue de 147 minutes à l'écran. Mais les gens ont été chanceux, ils nous ont entendu démolir la chanson corps à corps. Oui, exactement. Que tu as bien filmé d'ailleurs. Oui, bien filmé. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'à part le refrain, le reste, on était moins bon. Mais écoute. Mais non, c'était une belle soirée. Oui, vraiment. C'était le fun de voir Sly. Ça, c'était cool. Et puis, on a eu une belle photo dans le Journal de Montréal en plus. Oui. Fait que ça, c'est toujours bon. Ben oui, belle soirée, en effet. Ton opinion sur le deal WWE Netflix? Écoute, c'est gros, là, cette histoire-là. Là. C'est méga gros. Wow! Écoute, à partir de l'an prochain, 2025, Raw va être sur Netflix. Donc, les gens n'auront pas le choix de s'abonner pour voir Monday Night Raw. C'est une révolution dans le monde de la lutte. Nick Khan, qui est le CEO de toute cette histoire-là, a dit que peut-être que Raw ne sera plus les lundis soirs parce qu'ils ont beaucoup de compétitions les lundis soirs. Donc, il a dit tout est ouvert. Ça veut dire que tout peut changer. Donc, la tradition de la lutte du lundi soir pourrait changer à partir de 2025. C'est assez incroyable. Moi, ça m'a donné l'idée de relancer RDS pour TNA. Parce que je me disais, à un moment donné, qu'ils allument parce qu'ils vont en perdre des propriétés face
aux stations de streaming. Ben oui, Il faut que j'écrive à Scott Damore, là, puis m'occuper de ça, là, mais je veux les relancer. Ça fait 1 an, je leur en ai parlé. Oui, on revenait d'Atlanta, Hard to Kill l'an passé. Ouais. C'est là que tu avais eu la mauvaise nouvelle de ton ami. Comment s'appelle-t-il, le boss là-bas? Là? Son nom m'échappe. Charles Perrault. Charles Perrault, que tu as déjà animé des beach parties chez lui à l'époque. Oui, jusqu'aux petites heures du matin. On s'en rappellera. Ben c'est ça, écoute, c'est sûr que ça serait le fun de l'aventure TNA à RDS, mais à suivre, comme dirait l'autre. Il y a également The Rock, c'est gros là, ce qu'ils ont annoncé, là, qui était sur le board et puis qui a récupéré son nom. Oui, The Rock lui appartient. Des rumeurs, va-t-il être à WrestleMania? Là, hier, là, on était déçus. Là. Il y en a une gang qui s'attendait à le voir hier au Royal Rumble. Là. Je dis hier. Mais... Comme de raison, on enregistre dimanche entre 2 matchs de football. Oui. À l'entraque, on enregistre quand on peut parce qu'on a des horaires très chargés. Parle pour toi, Pour venir à The Rock, moi, de la façon que je le vois, que ça va se dessiner, je l'avais en tête, puis j'ai entendu Bully Ray en parler sur Boston Open Radio. Lui, son feeling est un peu comme le mien. Rock va affronter Reigns. Je pense que c'est Elimination Chamber qui s'en vient avant WrestleMania. Il devrait gagner la ceinture là-bas. Et à WrestleMania, pour avoir un match à 3, Rock, Reigns et Cody Rhodes. Et Cody Rhodes pourrait battre The Rock pour devenir champion. Ce qui fait qu'après ça, il n'a pas battu Reigns et il n'a pas battu Orton dans tout ça. Donc, ça y fait des adversaires de qualité. Je vois peut-être un triple threat, mais ça va être The Rock qui va détrôner Reigns, d'après moi, parce que cousin contre cousin, est-ce que je devrais m'asseoir à la head of the table? Tu sais, ça s'écrit bien comme histoire, mais à suivre. Moi, j'ai bien aimé le show hier. Pas beaucoup de surprises dans le Royal Rumble des hommes. 0. Tu sais, on aime ça voir des vieux de la vieille qui reviennent, mais il n'y en a pas eu pantoute. Non. Il y a eu R-Truth qui s'est trompé de Rumble. Oui, puis le seul retour notoire, c'est Andrade qui est revenu à WWE. Mais à part ça, à part la surprise de Jordan Grace dans le Royal Rumble des femmes, pas beaucoup de surprises hier pour le Royal Rumble, mais bon show dans l'ensemble. J'étais surpris que Naomi, ses cheveux, c'était plus écrit Trinity. Ouais, t'es observateur, Marc. Il faut que tu aies des rendez-vous chez la coiffeuse. Là. Ah, mais elle a de bons contacts. J'en parlais justement quand on était dans notre booth d'annonceurs avec ses deux amis, Mercedes Monet et Bailey en arrière, puis il me disait qu'il n'a pas de problème d'avoir des rendez-vous chez la coiffeuse. Parlant de ça, j'aimerais remercier les 400 personnes qui m'ont écrit me dire « Savais-tu qui est en arrière de vous autres? » Bravo. Mais oui, écoute, on le savait, Seigneur. C'est de la bonne publicité pour nous autres. C'est sûr, écoute, on était partout sur les médias sociaux. Handsome GF était là. Un demi Marc Blondin. Quelle belle photo. Déjà, c'est beaucoup de poids. C'est bien en masse. Hey, parle-moi donc. Je veux juste te dire en terminant, moi, j'ai aimé beaucoup mieux le Rumble des filles. Trouvé plus excitant, meilleur que le Rumble des gars. Il y a des gars que je trouvais qu'à un moment donné, la patte, elle embarquait facilement sur le corps pour être éliminé. Là. Ça ressemblait presque à de l'auto-élimination. Mais que veux-tu? C'est comme ça. Ben, Royal Rumble, c'est un peu toujours comme un match d'échelle. Les gars sont capables de faire de la haute voltige, puis ils ont de la misère à monter 3 marches dans l'échelle, puis ça a l'air fake. Fait que des fois, le Royal Rumble, c'est un peu ça à quoi on assiste. Tu voulais me parler de quoi, là? Je t'ai coupé. Je m'en allais faire ma langue sale en te parlant de ton jeûne intermittent, mais je pense qu'on n'a pas de temps. Allons tout de suite au sujet du podcast cette semaine. Écoute, je pense que c'est la première fois, c'est le numéro 150 du Soyez-y ben ambitieux. Et je pense qu'on n'a jamais parlé d'un lutteur vivant. Souvent, lorsqu'on fait une thématique sur un lutteur, c'est parce qu'il est parti. Et à quelques reprises, avec mes 5 invités, j'avais comme l'impression que je parlais de Bret Hart au passé, mais bien sûr que non. Et c'est David Joua, c'est son lutteur préféré. Alors, ça fait 149 épisodes qui me le poussent dans la gorge. Et qui de mieux pour nous parler de Bret Hart en ouverture d'émission que Raymond Rougeau, mon cher Hanson? Wow! Ça, c'est un gros coup d'avoir Raymond Rougeau sur le podcast.
Exactement, et on se souviendra, Seigneur, et tu vas voir en écoutant l'entrevue comment il y a du respect pour Bret Hart. Alors, envoie-nous à notre premier invité sur le 150 sur Bret Hart. Alors, sans plus tarder, l'entrevue extraordinaire que tu as réalisée avec un maudit bon gars, tout un lutteur, toute une personne, le meilleur des Rougeaux, le préféré de tous, Raymond Rougeau. On est très heureux d'avoir Raymond Rougeau avec nous. Comment vas-tu, monsieur le maire? Super bien. Bien occupé, mais super. Je m'entraîne tous les jours, m'occupe d'hôtel de ville, puis la vie est belle. Bon, la vie est vraiment belle. Content pour toi. Dis-moi, Raymond, l'épisode de cette semaine, quelqu'un avec qui tu as eu énormément de combats, que tu as travaillé avec, Bret Hart. C'est notre ami français David Jouan qui, il serait gêné de te le dire, mais c'est son lutteur préféré. Et il m'a suggéré fortement de faire un épisode là-dessus et j'ai dit, tiens, pourquoi pas parler à Raymond? Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, depuis peut-être l'été passé. Alors, c'est le fun de voir que tu es en grande forme, souriant. Tu as l'air d'un jeune homme. Merci beaucoup. Jeune dans le cœur. Dis-moi, ça a commencé comment les premières fois que tu as rencontré Bret? Moi, c'était la WWE, je l'ai rencontré. Quand mon frère et moi, on est rentrés, les Rougeau Brothers, à ce moment-là, on a été jumelés pendant un bon moment. Je te dirais, les 7-8 premiers mois de notre entrée à la WWE, on était avec la Hart Foundation. Avec Jim Anvil, puis... Jim Neidhart, puis Bret Hart. C'est là que j'ai fait connaissance avec la Hart Foundation et Bret Hart en particulier. J'ai toujours eu, ça cliquait. Il y avait une bonne chimie, toujours une belle complicité avec Bret Hart. J'aimais bien son style sur le ring. C'était un gentleman, un gars qui avait de la classe. Il avait une bonne tête sur les épaules. Il avait une bonne tête pour la lutte aussi. Il faisait penser un peu à Pat Patterson. Tu sais, on sait, Pat, il avait une tête pour la lutte. Bret Hart, une tête pour la lutte aussi. Puis Bret a toujours eu beaucoup de respect pour la business. Puis ça venait me rejoindre, ça. Ça devait être quand même quelque chose parce qu'au Canada, la famille Hart, la famille Rougeau, écoute, c'est les deux familles ou à peu près les plus connues. Alors lui, c'est certain qu'il savait d'où vous veniez et vous autres, vous le saviez aussi. Alors le respect devait être mutuel, non? Le respect était mutuel, mais instantané. Parce qu'effectivement, quand on est arrivé à la WWE, notre réputation nous précédait. Notre famille était déjà connue. Et comme tu as mentionné, la même chose pour la famille Hart. Dans l'Est, tu avais la famille Rougeau. Dans l'Ouest, tu avais la famille Hart. Fait que ça fait une rivalité Est contre Ouest, ça. Exact. On a ça dans bien des domaines. Ouais. Et l'homme, Bret, comment tu t'entendais avec à l'extérieur du ring? Moi, les fois que je l'ai rencontré, autant WWF que World Championship Wrestling, il était quand même dans sa bulle. Lorsque je faisais des entrevues avec lui, c'était pas le plus extravagant, mettons, là. Bret avait son style. Dans les débuts, c'était pas sa force, les entrevues, Bret. Lui, il était très cérébral par rapport à la technique, la mécanique d'un match de lutte, mais pour s'exprimer, c'était pas sa force. Il a pratiqué beaucoup, il a eu du coaching là-dessus, il s'est amélioré avec le temps. Mais au début, effectivement, c'était pas sa force. Par contre, pour échanger, pour discuter, c'était très facile. Tu sais, c'est un gars qui a d'ouverture, un gars qui a de l'écoute. En même temps, partage ses idées. Il n'était pas égoïste avec ses connaissances ou ses expériences. Fait que c'était des belles échanges qu'on avait. Mais comme je t'ai dit, le fait qu'il y avait un respect qui était toujours déjà là, ça rendait la communication facile. Même quand il y avait eu l'incident avec les British Bulldogs, c'est sûr que c'est ce que je m'en allais te demander parce qu'il était proche, lui. Oui. C'est sûr que ça a créé un petit malaise parce que nous, on était encore
dans un programme, on luttait contre la Heart Foundation. C'était des beaux-frères. C'est une situation qui a mis bien des gens un peu dans des positions inconfortables. Oui. C'est sûr qu'il comprenait ce qui s'est passé de notre bord. En même temps, c'était son beau-frère, c'était sa sœur. Puis, il y a une fois, on était à Montréal, à l'ancien forum. Et puis, c'était en fait, c'était... Non, excuse, on était à Cornwall. La première fois qu'on s'est vu après l'incident avec les Bulldogs, c'était quelques jours plus tard. On était à Cornwall contre eux autres. Il est venu me voir dans le vestiaire, puis il m'a dit, tu sais, Raymond, il dit, j'ai été bien déçu. Et je suis déçu comment que vous avez réagi, le comeback, là. Et j'ai été déçu, j'ai pas aimé ça. Je respecte, c'est son opinion. Mais j'ai dit, c'est Dynamite qui a tout initié les hostilités. C'est lui qui a instigé la situation. Puis j'ai dit, dans un cas comme ça, tu n'as pas besoin d'une invitation pour aller à la guerre. Fait que là, il m'a regardé. Il dit, ouais, je comprends. Puis ça a été tout. C'est la seule fois qu'il m'a dit, je n'étais pas en accord ou quelque chose. Et plus tard, quand Dynamite était parti, puis il n'était plus membre de la famille, mettons, parce qu'il avait il était séparé de sa sœur et tout ça. On a eu des discussions là-dessus. Puis il m'a dit, c'est sûr que j'étais dans une position, j'étais mal à l'aise face à ça, mais j'ai compris, puis ça faisait longtemps que c'était quelque chose qui devait y arriver à Dynamite. C'est sûr. Et il dit, tu sais, c'était inévitable avec son comportement. Puis avec du recul aujourd'hui, ben, il dit, je comprends très bien, puis je respecte ce qui s'est passé là. Puis je l'ai rencontré il y a une couple d'années. C'est ça, je voulais te demander aussi, quand est-ce que tu levais la dernière fois? As-tu reçu mes questions d'avance, Coudon? Ben, tu sais, j'ai pas de misère à jaser, hein? Je l'ai vu, tu sais, quand j'étais retourné à WWE en 2017 pour faire tous les pay-per-views, là, tu sais, avec le network. Oui. Ben, il nous montrait la rangée internationale et tout ça. On était à Hartford, Connecticut, on était à un show. Et puis, Brett, il était là, il est venu. Puis là, il est venu me voir. Quand il m'a vu, il est venu me faire une grosse accolade. Ah oui. Avec, qu'est-ce qu'il était? Il y avait une couple de personnes avec lui. Moi, j'étais avec Jean Brassard, puis on était là. Fait que là, Brett, il me fait une grosse accolade. Puis là, il dit, moi, je peux compter sur une main le nombre de gars que je peux dire que je respecte totalement dans toute ma carrière de lutte. Puis il disait à Jean Brassard, puis à d'autres, puis il dit, Raymond, il fait partie d'un de ces 5-là dans toute ma carrière. Et il dit, je ne l'ai jamais vu perdre la tête. Il a toujours gardé le sang-froid, la tête froide, toujours professionnel, toujours. En tout cas, il dit, moi, j'ai 5 gars que je peux dire que j'ai respectés hors norme dans ma carrière. Puis il dit, Raymond, t'en fais partie. Je lui dis, merci. Un beau compliment. Wow! C'est tout un compliment, ça, de Brett. Il était comment? Parce qu'on entend parler que dans les dernières années, là, il y avait de la misère suite aux nombreuses commotions cérébrales et tout ça. Comment tu l'avais trouvé en 2017? Ça fait quand même 6 ans déjà, là, mais... Ouais. Je trouvais qu'il en avait repris, il en avait regagné. Ce que je trouvais à un moment donné qui était un peu triste, il semblait avoir un goût amer par rapport à bien des incidents ou événements de la lutte, ou même la lutte en général. Tu sais, il était rendu à un moment donné qu'il y avait la critique facile sur beaucoup de choses, je trouvais, puis ça lui était reproché beaucoup. Il était amer. Oui, il était amer. Je trouvais ça dommage parce que il n'y a rien à avoir honte, il n'y a rien... Mais ça, je dis, je respecte, là, chacun vit sa vie et ce qu'il a vécu à sa façon, puis je respecte ça. Peut-être la fin de sa carrière. Je sais que le Montreal Screwjob, là, ça l'a magané, ça l'a tellement magané, ça. Il y a eu la suite aussi. Hein? Pardon? La suite à la WCW, ça n'a pas été hot, là. Ça fait qu'on peut dire la fin de sa carrière, la dernière partie de sa carrière a été toute plutôt négative de ce côté-là. Sa sortie, peut-être à la fin de sa carrière, ça n'a pas été celle qu'il aurait voulu avec Goldberg, là, qui a terminé sa carrière. Après ça, un AVC. Après ça, toute la réhabilitation.
je peux comprendre qu'il peut avoir un goût amer là-dessus, mais de moi à toi, là, il y a de quoi être fier de sa carrière parce que Oui. il est parti d'un petit territoire, il a grandi, écoute, il est devenu champion, il est devenu pour moi un des meilleurs lutteurs qui a circulé dans le milieu de la lutte, le meilleur technicien, cerveau capable de monter un match, puis il avait toujours la soif d'apprendre. Mais pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Bret Hart. Toi et lui, vous êtes deux bonnes têtes de lutte, rien contre Anvil et Jacques, là. Mais quand vous montiez les combats ensemble, ça devait être spécial d'avoir vous deux qui... Oui, c'est parce qu'on partageait un peu la même philosophie. Fait que tu pars pas avec deux antipodes, mettons, là, tu sais, qui sont aux extrêmes par rapport au style, par rapport aux psychologies d'un match. On partait avec une psychologie, une philosophie qui était semblable. Fait que là, on partait avec une base, puis Bret, il aimait lutter solide, il aimait que ça soit crédible, il aimait que ça soit véridique. J'étais pareil. Fait que quand on se voyait, on mettait nos deux têtes ensemble, c'était de la magie. Moi, j'aimais ça. Tu disais au début de l'entrevue que tu as fait, quand vous êtes arrivé à les Rougeau Brothers, tu as fait un 7 mois où vous avez travaillé avec eux. Avez-vous travaillé plus tard? J'imagine que oui. Oui, il y avait un moment, quand on est arrivé, nous, on était des bons, puis eux autres étaient des méchants. Mais plus tard, quand on est devenus les Fabulous Rougeau Brothers, bien là, c'était l'inverse. Eux autres étaient rendus des bons, puis nous autres, on était rendus des méchants. Alors, on avait Jimmy Hart avec nous autres, qui avait leur manager, qui était rendu notre manager. C'est vrai. À la télévision, il disait, moi, je vais tout dévoiler les faiblesses de la Hart Foundation, je les connais. Ça a été encore une magie parce que les Américains nous détestaient tellement quand on était les Fabulous Rougeau Brothers, puis ils aimaient tellement la Hart Foundation et en particulier Bret Hart. Ben oui. Quand on luttait contre eux, c'était toujours magique. Fait que quand ils étaient... En fait, je dirais que les combats étaient encore plus magiques quand on était nous vilains, puis eux étaient des bons. Ah oui. C'était des bons. On était un peu pris entre les deux. Les gens avaient un peu de misère à vouloir prendre pour des Québécois, des Canadiens français, contre des gens qui parlaient plus anglais, puis surtout contre... Mais quand on a inversé, qu'on est devenu des méchants, les gens cherchaient une raison de nous détester. On leur a donné. Et puis là, il était bon. Fait que là, les cartes, toute la magie était là. Écoute, on virait les maisons à l'envers. À Boston, à la limite, on était rendu à une émeute. Des chaises ont commencé à revoler. Et la police, tu sais, au Boston Garden, tu sais, c'était magique, ça. C'était le fun. C'est quoi ton plus beau souvenir de Bret Hart? On en parle comme s'il n'était plus là, puis c'est pas le cas, là. Mais tu sais, des fois, là, que dans le travail, tu as peut-être cette fois-là. Oui, ben en fait, pas un en particulier, mais c'était nos échanges qu'on avait. Et en même temps, quand j'étais devenu commentateur, intervieweur, puis je faisais des entrevues avec Bret Hart, j'allais m'asseoir avec lui avant. J'ai fait des entrevues live sur le ring avec lui, j'en ai fait en coulisses. C'était quand on allait s'asseoir, c'était comme ça méchait. Ah oui. Mais quand je voyais ma liste des gens que je devais interviewer, je voyais Bret Hart, je venais le sourire au visage. Parce que j'étais pour avoir une discussion, un échange qui va être interactif, qui va être constructif, qui va être intéressant et stimulant. Fait que c'est ça qui était le fun. C'était d'anticiper les rencontres que j'étais pour avoir avec lui. Ah, c'est-tu le fun, ça? En tout cas, c'était vous autres et eux. Moi, je me souviens, au forum, j'étais l'annonceur. Et l'annonceur du ring, quand il y avait ce combat-là, là, je tripais au maximum. Là, c'était tellement, tellement magique. Alors, écoute, un énorme merci, Raymond, d'avoir partagé, nous avoir parlé de Bret. Je suis certain que notre ami David Jouan en France, qui est son fan numéro 1 européen, va être content de cette entrevue-là. Et j'apprécie beaucoup que tu aies répondu rapidement et toujours avec le sourire. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Marc. N'importe quand. Puis salutations à tout le monde qui t'écoute. Une carrière exceptionnelle pour un champion exceptionnel. Le 7 février 87, il devait prendre la ceinture de catch à 4 avec Jim Diamond Nadal.
En août 90, ils reprenaient tous deux cette même ceinture. De grands champions, un exploit extraordinaire. En août 91, c'est en solo qu'il prenait la ceinture intercontinentale à SummerSlam. À WrestleMania, en avril 92, au Wizardome à Indianapolis, il devait réitérer son exploit et reprendre la ceinture intercontinentale en défaisant son adversaire Roddy Piper. Enfin, il était déclaré The King of the Ring après avoir défait 3 adversaires dans la même soirée. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, Marc, tu as eu la chance de t'entretenir avec 2 personnes que j'apprécie énormément. Une vedette radiophonique de Québec, une personnalité de Québec, Pierre Blais, et notre PDG au CIM, le Don Juan des pauvres, David Jouan. Oui, et s'il y a des gens qui regardent sur YouTube, là, c'est la fois que tu parais le mieux. Là. Honnêtement, tu parais bien là, cet après-midi ou ce matin ou cette nuit. Là, parce qu'on ne voit pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé. On a des petits problèmes techniques parce que Marc n'est pas dans son bureau cosu de Blainville. Il est chez son beau-papa en ce moment et c'est peut-être ça qui fait de l'interférence. Non, ça me surprendrait. Son Wi-Fi est à côté dans le plafond. Mais oui, écoute, Pierre Blais de Québec avait des bonnes choses à nous dire, des bonnes anecdotes sur Bret Hart, sur sa carrière. Et bien sûr, je l'ai dit tantôt, je l'ai mentionné, pour David Jouan, c'est son lutteur préféré. Fait que je ne pouvais passer outre et de ne pas l'interviewer. Alors, on les écoute en rafale. Pierre Blais et nul autre que le Casanova. Hein? Non, le Don Juan des pauvres, David Jouan. On est content de le retrouver en direct de la ville de Québec. T'es-tu à Québec ou t'es au chalet? Oui. Ah non. Le chalet, malheureusement, je peux pas y aller l'hiver. J'ai pas de skidoo, puis ça prend absolument un skidoo pour passer le lac parce que j'ai pas d'accès routier. Fait que c'est fantastique comme environnement. 3 saisons par année. Ah, ben quand même. C'est 3 saisons plus que moi. Ouais, c'est ça. Pierre, c'est Pierre Blais, mesdames, messieurs, qui est là. Les rumeurs sont fausses. Pas toi qui fais le bonhomme carnaval. Pas cette année. Les autres années, j'ai pas le droit de parler. C'est dans mon contrat. Mais cette année, ils m'ont pas appelé. Une autre fausse rumeur. Moi, j'ai toujours pensé que ton lutteur préféré était Handsome JF, mais David Jouan m'a dit que c'était Bret Hart. Quand tu étais plus jeune. Oui, ben écoute, gars, moi, j'ai toujours été un fan hardcore de Bret Hart. Regarde ce que j'ai entre les mains. Moi, j'ai ça, là, ici, un T-shirt des vieilles années de Bret Hart. Wow. Les vieilles années de Bret Hart. Là. Ça, c'est en plus avec le crest original de la WWF. Je peux te le montrer ici, tu sais. Ça, là, sur eBay, là, ça vaut 500-600$, ces affaires-là. D'ailleurs, il est en vente en ce moment, si jamais. Ben oui, j'ai toujours été un grand fan du Hitman, ça a toujours été le mien. Tu sais, quand on a parlé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, quelques mois, on a parlé de nos rivalités préférées. Moi, c'était Bret contre Owen. Tu sais, ça a été ça qui a guidé ma jeunesse de fan de lutte. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour toi, Bret Hart, pour qu'il soit ton numéro 1? À mon avis, il y a une partie de timing là-dedans. Tu sais, le moment où tu découvres la lutte dans la vie, le moment où tu deviens fan, que tu accroches, tu sais, tu trouves des héros. Puis moi, ben, je suis né en 1984. Bret, ses grosses années, là, tu sais, mettons, 92-13 jusqu'à 97 à WWF. Moi, là, c'est carrément dans la fin de mon enfance, début d'adolescence, là, où tu fais ton identité puis tout ça. Des belles valeurs. Tu parlais d'Hanson GF avec ses belles valeurs, mais lui aussi, il avait des belles valeurs, le Hitman. Tu sais, c'est le travailler fort, de toujours être acharné, pas tricher jusqu'à ce qu'il devienne heel. Mais tu sais, c'était comme un peu le monsieur parfait. Puis je dois t'avouer aussi que moi, je suis le premier de 2 enfants. Mon frère, un petit peu plus jeune que moi, son gars, c'était Shawn Michaels. Tu auras compris que moi, j'avais le Hitman. Puis d'après moi, j'ai choisi le Hitman avant Shawn Michaels puis mon frère, par exemple. D'après moi, je passe en premier. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu as des souvenirs de son passage à la World Championship Wrestling? Un petit peu. Puis mon premier, c'est drôle, hein, parce que mon premier souvenir de Bret à la WCW, c'était à la WWF, parce que moi, j'étais là au Montreal Screwjob le 9 novembre 1997, section 215, si je me souviens bien, avec ma mère, avec mon frère. J'étais là, je l'ai vécu. Puis, tu sais, quand j'étais kid, 97, j'avais 12 ans, 13 ans.
Là, tu vois que le combat se finit, pas tout à fait normal. Bret y arrive, puis il fait des WCW devant tout le monde, puis tu fais comme, OK, là, je viens de comprendre qu'il passe de l'autre côté. Fait que c'est sûr qu'après ça, comment je dirais bien ça? Ça a été quasiment le début de la fin pour moi à écouter la WWF de façon régulière. J'ai collé peut-être 2-3 ans après, puis j'ai un peu délaissé en vieillissant, puis tout ça. Bon, ça arrive au début de l'âge adulte, un petit peu moins de temps consacré à ce genre de loisirs-là. Puis j'avais quand même fait l'effort de suivre la WCW, mais ça a tellement été une arrivée ratée à la WCW. Mais je pense que ça aussi, ça a contribué avec au fait que j'ai arrêté de suivre un petit peu plus la lutte à ce moment-là, parce que mon préféré étant Bret, puis qu'on l'utilise de façon aussi épouvantable à WCW. Comment tu peux signer un gars 3 millions par année au départ, tout ça, puis de faire arbitrer un match à sa première apparition? Donc, ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, il faut pas besoin de se faire un dessin. Le déroulement de Starrcade 97, ce combat-là a été une catastrophe du début à la fin aussi, là, Hogan contre Sting. Fait que, tout ça ensemble, c'est probablement ça mon premier et mon plus gros souvenir de Bret à la WCW. C'est sûr que pour lui, j'imagine, tu as lu son livre. Non, pas. Oh non, pas c'est encore. vrai. Tu sais pas lire. Je sais lire, mais je suis pas capable de lire. C'est pas pareil, c'est très différent. Si je tourne une page, il faut que je revienne à la page d'avant, je te l'ai déjà expliqué. Fait que malheureusement, j'ai un peu cette limitation-là. Mais tu sais, j'ai vu les documentaires, j'ai vu ce qu'il y avait à voir dans le monde sur Internet, puis tout ça. Wrestling with Shadow, c'est très, très bon comme documentaire aussi. Fait que tu sais, je suis relativement informé sur Bret, mais le livre, je l'ai pas lu. Tu sais qu'on a essayé de trouver, on se disait ça, David et moi, on a essayé de trouver quelqu'un qui était négatif à Bret Hart. Mais moi, je suis capable un peu, par exemple. Pas beaucoup, mais un peu. Ben oui, parce que moi, comme enfant, le Montreal Screwjob, c'est comme, ah merde, Vince, t'as été contre Bret, blablabla. Mais Bret, il a refusé de faire de la business en 1997, c'est rien d'autre que ça. C'est ça qui est arrivé. Tu sais, t'es champion, tu quittes pour l'autre fédération. Désolé, mon gars, mais tu vas dans le milieu du ring puis tu te couches devant quelqu'un, même si tu l'haïs, même si t'es chez vous, ou à la limite, tu le planifies mieux. Mais ça, on n'était pas dans la discussion entre Bret et Vince. Mais moi, je considère que Bret, il n'a pas accepté de faire de la business à ce moment-là. Ah, tu vois, t'es le premier qui amène ce point-là, puis c'est vrai, c'est l'ego qui l'a emporté. Ouais, je pense que oui. Mais tu sais, j'ai ça de négatif, mais ça a tellement été une belle run à WWF. Le début des années 90, de passer en équipe à solo. Hey, au début des années 90, Bret en promo, là, il était pourri. C'est ça, je m'en allais dire. Oui, puis il est devenu excellent, notamment quand il est tourné heel, là, justement, en 97, là, avec la Hart Foundation élargie, avec Brian Pillman, avec tout le monde comme ça. Fait que ça, là, tu sais, c'est de voir la progression d'un gars qui, entre-temps, a été champion. Tu sais, encore une fois, moi, mon souvenir d'enfance, ça a été un grand champion, mais tu constates qu'à un moment donné, il a quand même été un peu plus champion de transition ici et là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est la progression de ce gars-là jusqu'au climax quand il quitte en 97. Puis il a vraiment quitté la WWF sur ses meilleurs moments dans le monde de la lutte qu'il n'a jamais été capable de recréer par la suite. Puis ça, je trouve ça dommage parce que, tu sais, c'est un héros canadien en plus pour nous autres. C'était comme l'espèce de parfait build-up, mais malheureusement, ça s'est mal fini. C'est plate. L'aimais-tu plus en équipe ou solo? Solo parce que, je considère que le clan, la faction de la Hart Foundation à la fin des années 90, c'était pas vraiment en équipe. Là. Il était comme le leader de la faction, puis il y a même un bout où il était en béquille ou en chaise roulante. Fait que, je le considérais solo, puis c'est là qu'il était le meilleur. En équipe avec Neidhart, très bon, très, très bon. Mais c'est des souvenirs un peu plus jeunes. Mais il est très efficace, super efficace. Tu sais, moi, un des combats que j'aime le plus de toute l'histoire de la lutte, c'est le premier combat de Royal Rumble 89 où il est en équipe avec Hacksaw Jim Duggan puis Jim Neidhart contre les Rougeaux puis contre Dino Bravo. C'est le combat d'ouverture de mon gala probablement préféré à vie. Tu sais, ça, c'est un de mes bons combats à vie. J'allais louer à cassette aux 2 semaines à peu près au club vidéo de ce gala-là. Tu sais, j'ai des bons souvenirs de toutes les époques. As-tu un bon souvenir de la plaque de métal? C'est drôle, hein, parce que je me disais, comment on va faire pour en venir à parler du bout de la plaque de métal avec Goldberg? Mais c'est quoi? Le stunt est quand même bon. Mais je suivais pas, j'ai pas suivi. Fait que, je l'ai vu plusieurs fois, puis le stunt est parfait avec la plaque de métal, puis Goldberg qui essaie le spear, puis tout ça. Sauf que l'affaire, c'est ça. C'est que Bret, ça n'a pas levé à WCW. Fait que le souvenir, il est moins bon qu'il aurait dû être. Ça aurait dû être un bon souvenir pour les fans de Bret Hart, mais
sachant comment ça s'est terminé, puis surtout sachant que c'est Goldberg qui a mis fin à pas mal à sa carrière en plus. Ça, c'est comme une espèce de goût, un goût pas trop parfait, mettons, que ça nous a laissé en bouche. Dis-moi, Pierre, j'ai reçu l'invitation du musée de la civilisation. L'as-tu reçu, toi? Oui, j'ai tout vu ça passer. J'ai même soumis quelques articles là, ici et là, mais tu sais, je suis pas certain qu'ils ont retenu ce que j'ai soumis, mais ça va être malade. Mais le 19 mars, je serai avec mon épouse pour visiter ça avec les médias. Alors, probablement qu'on va se voir là. Oui, il y a des très bonnes chances qu'on se voit là, à moins qu'on se voit avant si tu viens faire un petit tour à la NSPW bientôt. J'aimerais ça. Hey, un jour, sans blague, là, si tu viens faire un tour à Québec pour voir un show de la NSP, hier soir, là, c'était sold out, 600 quelques personnes, Mustafa Ali dans la place, c'était malade. Je te dis, il faut que tu vives ça au moins une fois. C'est quand le prochain? Le 10 février, au Centre Horizon, notre prochain gala. Si mon épouse n'est pas revenue de son voyage, fait que je serai peut-être disponible. Écoute, je peux même te mettre un manteau sur une chaise à quelque part pour être sûr que tu aies une place assise. Je te reviens, je te confirme ça si je peux. Pierre Blais, merci beaucoup d'avoir parlé de Bret Hart. Puis au plaisir de se reparler, mon chum. Salut Marc, à bientôt. Pour être différent de nul autre que Handsome GF, je vais l'appeler le Casanova des pauvres. Bon. Comment m'a fait une joke, tu sais? Voilà, un nouveau sobriquet. David Jouan, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Cool. Ton lutteur préféré. Si on fait cet épisode-là, c'est grâce à toi. Tu portes, pour ceux qui regardent sur YouTube, tu portes, vous appelez ça un gaminet, un chandail. Oui, c'est un maillot de foot à l'effigie de Bret Hart. Bon. Et à ses couleurs. En plus, on a un nouveau décor arrière, WrestleMania 6 et Ultimate Warrior. Wow. C'est ça. C'est pas la saison 4 encore du sim, mais oui, nouveau décor. Exact. Pourquoi Bret Hart est ton lutteur préféré? Déjà, je redirais ce que tu avais dit quand on a fait l'épisode sur la Hulkamania. Comment ça se fait qu'on a attendu 150 épisodes pour parler de Bret Hart? C'est pour beaucoup, pour une bonne génération qui a découvert le catch en même temps que moi, je pense que ça reste un des lutteurs favoris de beaucoup de fans. Si on se remet dans l'histoire, il est quand même arrivé champion du monde un peu de nulle part. Hein. Si on fait un petit peu d'historique, en 92, c'est les Hulk Hogan, Macho Man, c'est des lutteurs, tu sais, on le dit quasiment à chaque fois, plus grands que nature, des lutteurs hors normes. Et d'un seul coup, il y a cette affaire des stéroïdes et on va aller sur des lutteurs un peu plus petits. Et puis, il y a l'émission des superstars qui commence et on apprend que Bret Hart est devenu champion. Alors, peu de temps avant, il venait de perdre son titre intercontinental contre le British Bulldog au SummerSlam 92. Et d'un seul coup, alors en plus, nous, le match, on l'a pas vu. Il n'a pas été diffusé à ce moment-là. Et on l'a vu après sur des vidéos. Mais donc, on a découvert ce nouveau champion. Et en plus, on nous l'a présenté comme un champion qui allait défendre tout le temps son titre, qui allait donner l'opportunité à ceux qui ne l'avaient pas eu jusqu'à présent. Donc, tout de suite, voilà un champion, le champion du peuple, avant les The Rock et compagnie. Ouais. Et puis, il y a l'histoire avec Owen qui a pris au trip beaucoup de fans à l'époque parce que, comme je disais, on était encore dans le est-ce que c'est réel, pas réel, est-ce que c'était encore assez mélangé dans la tête des fans ce qu'on voyait et cette histoire, on va dire, de querelle entre les frères Hart nous a vraiment cueillis. Cueilli, ouais. Et moi, réellement, est venu me chercher. Ce que je disais en 94, je regardais par brief et je regardais surtout pour ça. Je suis devenu vraiment accro après coup, mais cette feud est venue me chercher. Et puis, on a Raymond Rougeau, qu'on a écouté précédemment, qui parlait de Bret, mais il mettait aussi un aura autour de Bret, de la façon dont il parlait. Quand il commentait ses matchs, il disait, j'ai beaucoup de respect pour Bret Hart, j'ai déjà catché contre Bret, c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc en plus, ça venait renforcer le personnage qu'il avait à l'écran. Et le jeune homme de 14 ans que j'étais à l'époque était en admiration devant ce lutteur qui était pas très costaud, pas très musclé, pas très grand et qui d'un seul coup défiait Yokozuna, défiait les géants.
Est-ce que tu étais fan de ces lunettes soleil? Alors, non seulement j'étais fan, mais j'ai la chance d'avoir une version dédicacée à, Wow! à mon nom. Comment t'as trouvé ça? Alors, les lunettes, c'était un cadeau que j'avais eu à l'époque où je faisais les bulletins de nouvelles pour Catch Maniac. On a déjà parlé à différentes reprises. Ouais. Et en 2008, on a une fédération européenne, enfin l'AWR, qui faisait venir des lutteurs, des légendes. Et Bret Hart a fait partie de la tournée. J'ai pu le rencontrer à la Halle Tony Garnier à Lyon, Wow! pas très loin d'où aura lieu Backlash là, dans quelques semaines. Et Backlash Bret, qui coûte très cher. non, on va pas en parler, ça, tu vas être désagréable. C'est-à-dire que pour les auditeurs qui n'ont pas conscience, ça me reviendrait moins cher de prendre un billet d'avion et d'aller voir un show aux États-Unis que d'aller voir Backlash à Lyon. C'est débile. Mais C'est, ça se- fermons la parenthèse. Voilà, parce que là, je vais m'en aller sinon. Là- Et oui, Brett a fait partie de cette tournée d'adieu pour ses fans européens. Et avant le début du show, on pouvait rencontrer les lutteurs et les faire dédicacer, on va dire, deux, trois objets. J'avais avec moi le coffret de Brett et qu'il a bien sûr, pardon, hop, hop, qu'il a dédicacé également Oh, euh, Ouange. Wange, qui est mon surnom. Alors, pour la petite anecdote, tu sais que je suis quelqu'un de plutôt timide en règle générale, et Ouais. c'est une des premières fois de ma vie aussi où quand je suis arrivé devant une personne, j'ai perdu tous mes moyens. Ça m'était jamais arrivé. Ah, ouais. Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai voulu me présenter donc, alors, avec un anglais français. Hein. Donc, vous Ouais. connaissez notre capacité à parler anglais. Et tout de suite, ce qui m'a frappé, et il y en a beaucoup qui ont eu ce ressenti, c'est que pour moi, je suis face à une légende. C'est limite, je m'attends, si tu sais pas parler, dégage au suivant, il y a du monde derrière moi. Hmm. Et j'ai en face de moi qui limite quelqu'un est gêné que je sois fan de lui. Ah, ouais. Il a dans son attitude, dans sa façon de faire, il est bienveillant. Alors j'essaie de lui dire que je veux qu'il dédicace, et là arrive le calvaire pour moi, pour Wange, qui est mon surnom. Alors Wange, pour un Américain, ça sonne bizarre. Oui. Donc là, Mais je te dirais pour tout le monde, ça sonne bizarre. oui. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est un surnom par rapport à qu'on m'a donné au lycée. C'est à cause d'un lutteur français qui s'appelait l'Ange Blanc. Mhm. Et moi, je Mhm. Ouange, vous mettez le J derrière, ça fait Ouange, et on m'appelait Ouange Blanc à l'époque. Bon, voilà, c'était pour la petite, Ben, je suis content petite d'apprendre ça. histoire. Bien content que tu aies partagé ça avec nous. Voilà, ça va faire monter les vues, tu verras. Là- Et donc, quand je lui dis pour Ouange, il comprend pas. Donc, j'essaie d'épeler le mot, mais encore une fois, je vous dis, j'ai perdu mes moyens à ce moment-là. Il comprend pas. Là, il me tend un papier, il me dit, ben, écris. Et j'arrive pas à écrire. Et heureusement qu'à l'époque, ma femme était avec moi, elle a pris le bout de papier, elle a écrit, et là, ah, d'accord. Et du coup, il m'a signé les lunettes, le DVD, Wow. et j'ai dû rester là-bas, je sais pas, j'irai avec lui 4 minutes. Pour moi, ça a duré 3 secondes. Ah, ouais. Je suis passé pour un abruti, puis voilà. Mais souvent, si vous avez l'occasion de regarder différentes photos qui posent avec des fans, vous verrez ce côté un peu dans le regard, limite gêné de, oh là, vous voulez faire une photo avec moi? Et c'est un des seuls aussi pendant des années, sa photo de profil, il était en photo avec Roddy Piper et limite il était en mode fan, regardez, je suis avec Roddy Piper, quoi. Alors que pour moi, c'est Roddy Piper qui doit dire je suis avec Bret Hart. Ouais, c'est ça. Dis-moi, David, le côté Art Foundation. Alors, Art Foundation, les débuts ou Ben, la réconciliation non, mais c'est parce que tu m'as parlé de 94 ou je sais pas trop quoi. Moi, j'ai ouais. connu Brett, bien évidemment, à la WCW, mais beaucoup plus à la WWF, 86 à 90, avec Jim the Anvil Neidhart. Et comme on a eu tantôt, on en a parlé avec Raymond, c'était fabuleux, là, ces deux équipes-là. Est-ce que tu as des souvenirs ou tu étais trop jeune? Non, moi j'ai découvert après et alors c'est pas des périodes que j'affectionne particulièrement, mais oui, encore une fois, comme tu découvres les matchs après qu'il soit devenu la légende qu'il était,
Pour moi, tu vois tout de suite que sur le ring, il est à part. D'ailleurs, si Gorilla Monsoon, de mémoire, oui, je crois que c'est lui, le surnomme dès ses débuts quasiment l'excellence de l'exécution, c'est que quand on regarde ses prises, ses coups sur le ring, elles sont très crédibles. Si vous regardez ses entrées, la façon dont il a, ne serait-ce que de passer les cordes, on voit que tout avait de l'importance, tout était travaillé. C'est quelqu'un qui avait le souci du détail, la façon de se poser devant les caméras. Et ça, déjà, on commence à retrouver ses prémices sur la Hart Foundation. Par contre, quand tu vois l'entrevue que tu as fait avec lui à la WCW, où là, c'est devenu une star, et là, si tu revois l'entrevue, tu verras qu'il a ce côté un peu ouais, je suis avec Marc Blondin, quoi. C'est le- Alors qu'à l'époque de la Hart Foundation, c'était les débuts, on faisait un peu les, les, les stars, mais c'est assez intéressant à regarder. Ouais. Écoute, c'était, ben c'est encore, parce qu'on n'est pas habitué, on fait des thématiques sur des lutteurs souvent partis, décédés. Et là, ça fait 2 fois que je m'enfarge en voulant dire que c'était, mais c'est un lutteur qui a été, tu sais, tu parlais de son entrée, je le vois, puis quand il faisait ses gestes, là, en entrant dans le ring, là, puis sa fameuse phrase, The best there is, the best there was, the best that will ever will be. J'ai de la misère avec mon anglais aujourd'hui. On dirait que c'est toi qui me. Tu vas pouvoir avoir la nationalité française, attention. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais rajouter sur Brett? Je sais que les autres amis en ont parlé beaucoup. Là, ils t'ont volé même des punchs. Voilà, on va dire, on va pas revenir sur la différente carrière. Ce qui est dommage, c'est tout à l'heure, c'est pour ça que je te demandais la Hart Foundation. Il y a le retour avec le British Bulldog, Owen, Brian Pillman, où ils forment ce clan non aimé aux États-Unis, aimé en Europe et je pense aussi au Québec et au Canada. Il y a le fameux Montréal Screwjob, mais limite, ça pourrait faire un épisode à lui tout seul, tellement, même encore aujourd'hui, il y a les clans de ceux qui y croient, ceux qui disent c'était monté, qui s'affrontent. Comme quoi, on parle d'un événement qui a eu lieu en 97 et il y a toujours un doute à savoir si c'était réel ou pas. Je t'invite parce qu'après toi, il va y avoir Carl le Duc. Le Duc. Et je t'invite à écouter bien. Il était avec la famille Hart le jour du Montreal Screwjob. Et tu écouteras comment ils ont vécu ça. Assez spécial. Ouais. Ouais, bah, je me doute. Et puis après, il y a l'arrivée à la WCW où là. Ouais. Quelle déception. Ouais. Alors, ça va être en 2 temps après la période 99 où il devient champion du monde, les combats avec Chris Benoit. Oups, j'ai prononcé son nom. Sont assez magiques sur le ring, mais par contre, voilà, on ne sait pas quoi faire de lui. C'est un de plus qu'on est venu mettre. Il est devenu face heel je ne savais même plus quand je regardais, je ne savais même plus parce qu'il. Bon, enfin voilà, et puis la fin de carrière un peu tragique. Ce combat, Mathieu Lavigne en avait parlé, ce combat contre Vince à WrestleMania qui. Non, il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Le, c'est, voilà, c'est un peu dommage de terminer comme ça. Il y en a beaucoup qui disent qu'il termine un peu aigri envers le business. Je pense que oui. Mais si les gens sont assez honnêtes, regardez en 97, il avait aussi l'honnêteté de critiquer le produit pour lequel il travaillait, parce que la fédération allait dans une direction qui ne lui plaisait pas. Et déjà à cette période-là, vous voyez quand il est invité dans les médias, il dit clairement que ce que fait la WF ne lui convient pas, ses enfants ne regardent plus, voilà, il ne se reconnaît plus dans le produit. Ouais. Donc, est-ce qu'il est devenu aigri ou est-ce que déjà en 97, ça ne lui correspondait plus? Tu sais, on a parlé, toi et moi, c'est pour ça que je t'ai envoyé la liste des prochains épisodes. On s'est dit, on n'a pas trouvé personne à parler négativement de Bret Hart. Voilà. Et je t'ai suggéré le nom d'Eric Bischoff pour un épisode futur. Ça va être dur, à part moi, de trouver quelqu'un qui va en parler positivement. Disons que oui. Mais ça peut être intéressant, c'est un épisode sur Bischoff, surtout la période WCW que beaucoup connaissent, mais souvent on oublie quand même son passage à la TNA, qui n'a pas non plus été. Oui, c'est ça. J'ai hâte de faire ça. Écoute, Monsieur Kazan, non, c'est le Don Juan des pauvres, Louange blanc. Louange blanc, ça va être bon. Je te louange blanc. Et on va poursuivre l'épisode et on se reparle sous peu. À bientôt tout le monde.
a été, monsieur, comme le disait Céline Varini, 5 fois champion de la WWF, 7 fois champion au total. Une légende vivante, Bret Hart. Et c'est un public de connaisseurs que ce public. Il y a un slogan pour Bret, c'est The best there is, the best there was, the best there will ever be. Le meilleur qu'il soit, le meilleur qu'il y ait eu, le meilleur qu'il y aura à jamais chez les catcheurs. Ouais. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, épisode numéro 150 sur, comment est-ce qu'il s'appelait? Execution, il y avait un terme, Excellence of Execution. Oui, c'est bien dit, Marc. La bouche bien molle, l'excellence de l'exécution. C'est sûr, toi, tu le dis en français. Fait que c'est pas mal plus facile pour un gars de Excellence of Execution. Oh, bravo, bravo. Merci, Et Marc. dès qu'on a choisi de faire l'épisode sur Bret, j'ai pensé à Carl Leduc. Carl qui a vécu plusieurs années à Calgary, chez les Hart. Alors, c'est le fun d'entendre parler de certaines anecdotes et je vous invite à être très à l'écoute et écouter ce qui s'est passé le soir du Montreal Screwjob. Alors, je te laisse envoyer à notre invité. Alors, sans plus tarder, tu es très chanceux d'avoir en entrevue un homme que j'aime beaucoup, beaucoup dans le monde de la lutte au Québec. La grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte au Québec, Carl Excel Leduc. Ceux qui ont lu mon livre et ceux qui ont écouté beaucoup d'anecdotes dans le passé, vous savez comment Carl Leduc et moi, on a un lien bien spécial avec la naissance de Liam, qui est déjà rendu à 22 ans. Comment ça va? Déjà 22 ans, hein? C'est fou comment le temps passe vite, mon Marc. Notre voyage là, de Val-d'Or à ici pour la naissance de Liam, que tu m'avais accompagné, ça restera toujours dans mes souvenirs. Même si Handsome dit que je suis amnésique, celui-là, je m'en souviendrai toujours. Ah, je sais, chaque fois qu'on se croise, tu m'en parles puis tu me remercies tout le temps, mais je suis un vieux lors du retour. Un vieux radoteux. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On l'est tous. T'es pas le seul. Carl, je voulais te parler dans l'épisode qu'on fait. Mon ami David Jouan, qui est un peu le patron du podcast, son lutteur préféré, c'est Bret Hart. Donc, il voulait. Exactement. Et ça fait longtemps qu'on avait un épisode qui était prévu. Hier, j'ai parlé avec Raymond Rougeau. Ça va être intéressant. Et toi, je me suis souvenu que tu avais passé du temps à Calgary, dans le donjon, je pense que ça s'appelle. Ouais. Et selon ce que tu m'as écrit, tu as plus passé de temps là que j'aurais pensé. Oui, parce que comment ça s'est arrivé? J'étais à WWF à l'époque. C'était Johan qui m'avait emmené là-bas. Je n'étais pas encore prêt. J'avais fait des tournées, des combats. Puis j'avais rencontré Owen. Puis Owen m'avait parlé du donjon, puis tout. Puis j'ai été au donjon, j'ai resté plus longtemps parce que j'ai une fracture de la jambe. Puis après, ma passion a changé. Je voulais plus être devant un écran. Je voulais plutôt plus derrière un écran. Puis comment devenir un formateur, un bon formateur de lutte. Alors, mon mentor a été son frère Bruce Hart. Puis j'ai appris beaucoup. Puis de là, j'ai parti des écoles. J'ai entraîné du monde qui ont réussi aujourd'hui, qui sont dans le domaine, dont un qui est revenu à la TNA, Eric Young. Ça a été mon premier étudiant que j'ai entraîné. Ah ouais? Je savais pas ça. McAllister là, Brothers. Dis-moi donc si ton téléphone qui sonne. Ouais, c'est le travail, mais c'est pas grave. Je l'ai fermé, on va rappeler plus tard. Il y a une boîte vocale. Ah, OK. En tout cas, il sonne longtemps. Fait que Eric Young, c'était ton premier élève. Oui, monsieur. Ça a été mon premier élève à Cambridge, Ontario. Il y avait une école de lutte qui s'appelait le Hart Brother Wrestling School, dont Smith, un des plus vieux, le plus vieux frère, le premier de la famille, le plus vieux frère de Bret. Il avait prêté son nom, il était présent là-bas, il y avait un partenaire. Puis Scotty D'Amore, à l'époque, il avait commencé à être l'enseignant là-bas à cette école-là.
Puis j'ai dû prendre la relève du président de la TNA, qui est Scotty D'Amore, comme tu connais très bien. Mhm. Et je l'ai remplacé. Ils m'ont donné le mandat. Puis de là, j'ai fait la rencontre d'Eric. Puis aussi Robbie McAllister, puis Rory, qui sont devenus les Islanders à la WWE, champions par équipe. Je me souviens plus des années. Par contre, 2005, ça se peut-tu 2006, dans ces eaux-là. Mais quand même, ouais, j'ai entraîné quelques personnes qui ont réussi dans ce métier-là. Parle-nous de Bret Hart. J'imagine que tu as eu la chance de le rencontrer. Oui, je l'ai côtoyé. Ben, qu'est-ce qui arrivait? Moi, j'ai habité directement dans la maison chez son père, qui est Stuart. Mr. Hart, comme que je l'appelle toujours. J'ai toujours la difficulté de l'appeler Stu. Fait que pour moi, c'est Mr. Hart. J'ai habité là pendant 4 ans et demi parce que j'ai eu une fracture de la jambe, puis j'ai fait ma convalescence là-bas. Puis c'est de là que ma passion pour devenir entraîneur s'est développée. Et on avait tous les dimanches le fameux Sunday Dinner. Alors, quand les gars étaient en ville, ben, tu avais le British qui se présentait au Sunday Dinner, tu avais Bret, puis tu avais Owen. Puis aussi, comme sa mère, Hélène, qui s'occupait beaucoup de recevoir son fan mail. Il recevait son fan mail chez sa mère. Puis pour Bret, c'était vraiment important de passer une fois par semaine à la maison pour ramasser ses lettres de fans. Il allait dans le bureau de son père, dans le bureau de son père de lutte. Il y a un petit bureau de lutte en haut, au 2e étage de la maison. Puis il allait il s'assisait là des heures et des heures, puis il lisait les lettres des fans. Puis il préparait aussi ses autographes. Sa mère recevait beaucoup de photos de la WWF, le temps avec la fameuse ceinture, la photo que les lutteurs se font faire quand ils deviennent champions, 8x10 en noir et blanc, puis en couleur. Ouais. Elle recevait la pile, elle les préparait, puis Bret arrivait, puis il signait tout, puis c'était sa mère qui renvoyait la photo autographiée que Bret avait signée aux fans. Fait que c'était beaucoup, beaucoup important. La popularité de Bret s'est développée à cause de son lien avec les fans, les amateurs de lutte. Il a toujours été présent, il s'est toujours donné pour les fans de lutte. Toi, personnellement, tu nous comptes un peu ce que tu voyais, mais étais-tu proche? As-tu eu des discussions avec? Bret, il venait à la maison, c'était in and out. Dire que je savais prendre une bière avec lui, ça serait te mentir. Puis Bret, on le côtoyait quand il venait à la maison. C'était des Sunday Dinner. On était 32 à l'entour d'une table. Mais il savait qui t'étais, là. Ah oui, c'est sûr. Ben oui, il sait encore aujourd'hui. Excuse-moi. Il sait encore aujourd'hui qui j'étais, qui je suis. Parce que j'ai fait la première rencontre de Bret en 1994 au dernier spectacle de la WWF au Forum de Montréal. Mon père avait été invité lors de la fermeture puis au gala de lutte, en raison que mon père s'est marié dans l'arène du Forum de Montréal en 1971. Patrick Normand, qui était le chanteur de noces. Et on est tombé face à face dans le vestiaire avec Bret. Puis Bret, il a reconnu mon père. Il s'est approché de mon père. Il a conté les anecdotes du temps que mon père était à Calgary pour la famille Stewart en train de lutter. Il m'a regardé. Owen s'approche. Il avait vu que j'étais 255 livres, 6 pieds 1 à l'époque, pas loin de 260 livres. Puis il m'a dit, oh, t'es d'une deuxième génération, tu devrais faire de la lutte, puis tout ça. Fait que ça a commencé comme ça. Les projets étaient déjà lancés. Puis ça m'a comme fait chaud au cœur que Bret, il porte attention, il m'encourage. D'une deuxième génération, c'est important de prendre la relève. On a beaucoup de respect pour ça. Alors, ça a resté comme ça. Je suis parti. Joël m'a amené à la WWF. Puis Bret, à l'époque, il était blessé. Il était à Calgary. Moi, je voyageais avec Owen. Owen, c'était mon co-chambreur. Puis de là, Owen m'a installé à Calgary. Une petite anecdote aussi que j'avais, c'est que pendant le Sunday Dinner, je préparais la maison, puis tout. Puis là, un moment donné, j'ai commencé à faire des promos devant une TV, devant un miroir. Puis moi, je ne savais pas que Bret était passé par la porte d'en arrière de la cuisine, monter en haut, faire ses signatures hebdomadaires, de sa préparation de photos.
Puis il m'entend crier, puis tout, puis il est descendu à toute vitesse parce qu'il pensait que je suis en train de me battre avec son frère Smith. OK. Hey boy. C'est de là, je dis non, non, I'm sorry, je ne voulais pas te déranger, je ne savais pas que tu étais là. Il dit non, non, il dit, c'est bon, continue. Ça semblait c'était réalistique à tel point que je suis descendu. Il dit continue de pratiquer devant un miroir parce que moi, c'est ça que je fais. Parce que Brett, on a toujours dit qu'il était considéré en entrevue sur un mic work plus ou moins bon. Mais ça dépend des choix du monde. C'est sûr, tu le compares à un Stone Cold ou un The Rock, c'est sûr que c'est pas le point de vue entrevue, c'est peut-être pas pareil. Mais sauf ce qu'il me disait, lui, c'est qu'il préparait ses promos. Il avait tout le temps un bout de papier, il préparait ses promos, puis il récitait. Chaque fois qu'il était dans sa chambre d'hôtel, qu'il était devant le miroir, il pratiquait ses promos. Chaque fois qu'il y avait une occasion, il croisait un miroir, il se regardait et il se pratiquait. Quand on était pour les Saturday Night Main Event, on travaillait, là, je vais avoir un blanc de mémoire, là, je ne me souviens plus le nom du producteur, là. Et c'est les premières fois où autant les lutteurs que moi, on avait des textes à apprendre. Fait que pour un gars comme Brett ou comme un gars comme moi, fallait vraiment rentrer les vrais mots à bonne place. C'était souvent les lutteurs sont habitués d'improviser, de bord qui rentrait l'information requise pour la promo, mais ceux-là, c'était plus difficile. Heureusement, dans le temps, il y avait Jimmy Hart qui prenait quasiment toute la place dans l'entrevue, tu sais. Mais quand tu nous parlais des Sunday Dinners chez les Hart, on parle de quelle année à peu près? On parle de 97 à 2001. Donc, c'est les années où que... c'est la grosse guerre. Là, c'était aussi quand il y a le Screwjob. Moi, quand il y a eu le Screwjob de Brett, on allait voir les pay-per-view chez le British Bulldogs. Diana nous recevait à la maison, puis on allait écouter les pay-per-view. Puis quand c'est arrivé, là, ça a été le traumatisme, le choc. C'était incroyable. Tu étais là-bas quand c'est arrivé? Oui, mais j'étais à Calgary, non à Montréal. Ouais. Puis on a eu pas mal d'échos. Puis, tu sais, même au début, le monde pensait que c'était un work, même la famille, jusqu'à après qu'on a appris que ça ne l'était pas, que c'était pas un work. Alors, puis une année, il y a eu le film Hitman the Shadow qui en a parlé. Puis aussi, il était en plein tournage de documentaire, puis en pleine négociation avec la WCW. Puis il se demandait où il allait aller, puis qu'est-ce qui allait se passer. Oui, puis on le sait que la WCW, ça n'a pas été les meilleures années pour Brett, la façon qu'ils l'ont utilisé, ses blessures, etc. Mais avant de terminer, Carl, comme lutteur, tu es un lutteur aujourd'hui, tu entraînes des lutteurs. Le lutteur Bret Hart pour Carl Leduc, tu le vois comment? Oublie la personne, là. Je comprends ce que tu veux dire. Comme lutteur, là, on ne peut pas rien lui enlever. Parce qu'après le règne de Hulk Hogan, il est devenu la figure, parce qu'il y a eu le scandale des stéroïdes. Alors, Bret est devenu la figure et le porte-parole, le visage de la WWE. Il prenait son rôle très, très au sérieux. Il mettait beaucoup de temps à sa préparation de match. Il se concentrait. Puis j'ai une dernière anecdote. Je sais peut-être le temps te presse, mais j'aurais aussi une dernière anecdote. Quand il a fait son documentaire, il y a une séquence auquel il était venu dans mon camp d'entraînement voir les lutteurs. Puis il dit, les gars, demain, je suis en tournage à 7 h du matin. J'aimerais ça qu'un de vous autres se présente pour que mon père fasse sa démonstration de son fameux stretching. Tu sais, tout le monde veut voir Stu Hart stretcher quelqu'un. C'est la marque de commerce de M. Hart. Alors, le monde, quand Bret a quitté l'entraînement, le monde se sont regardés, les lutteurs, nous autres dans le camp, puis il y a du monde qui dit, moi, je n'irai jamais là me faire stretcher par un vieux, ça ne sera pas bon pour ma carrière. Ben, tous ceux qui ont dit ça, ben, ils n'en ont jamais eu de carrière. Alors, j'étais le premier qui s'est présenté, man, puis j'étais le seul qui s'est présenté au donjon, puis Bret, il m'avait félicité, puis il dit, regarde, si tu n'arrives pas à atteindre, si tu ne reviens pas à la WWE ou qu'il arrive quoi que ce soit, ben au moins, tu vas voir cette partie-là dans le documentaire auquel que tout le monde va parler. Ça va t'ouvrir des portes, ça va te donner du booking, puis ça va te donner une réputation dans les territoires. Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé. Bon.
Écoute, Carl, on n'aurait pas en parlé longtemps. J'apprécie beaucoup ton temps. J'ai pris du retard avant dans mes entrevues aujourd'hui. Alors, je suis désolé de ça et toujours un plaisir de te parler. Ça rappelle des souvenirs et c'est tout le temps plaisant. Puis j'espère que les amateurs vont apprécier ce petit moment qu'on a eu, Marc. Puis aussi, je voulais prendre le temps de te féliciter, toi puis Handsome Jeff, pour votre travail à la TNA, d'assurer un côté francophone, puis pensant les gens du Québec. Puis je sais que c'est pas toujours évident. Puis je suis content que tu trouves des commanditaires pour vous déplacer à tous les pay-per-views, puis de nous rapporter des belles images, puis des bons commentaires à votre travail. Puis tu n'es pas obligé de le faire. Je sais que tu mets beaucoup de ton temps, tu investis là-dedans aussi. Puis j'espère que les amateurs vont être aussi présents à l'appel dans tes futurs. Comment on peut dire dans tes futurs tes prochains pay-per-view puis tes prochains commentaires accompagnés de Handsome GF. Vous faites un bon duo. Puis je vous souhaite longue vie au micro de la TNA côté francophone, mon Marc. Merci beaucoup, Carl. Au plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Puis je salue tous tes fans qui écoutent ton émission podcast. Je les salue toutes et je les embrasse. Alors, Bret Hart! Je suis très content qu'il soit de retour sur le podcast, notre chum PCO, parce que lui, il y en a de l'histoire avec Bret Hart. Oui, écoute, PCO, j'ai été comme obligé de le réinviter. Là, j'ai promis qu'on lui donnerait plusieurs semaines de break, là, parce que je pense qu'il en a fait 3 sur 4 avec nous. Mais écoute, il a lutté en équipe dans le temps des Québecers face à la Hart Foundation, et il a lutté seul, 1 contre 1 avec Bret. Et c'est David qui m'a rappelé ça lorsque Lafitte allait voler les lunettes que Bret Hart donnait aux enfants. Alors, je le taquine un peu. Bonjour, chers amis, ici Raymond Rougeau. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a de neuf? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Allons droit au but et parlons du match colossal qui va se dérouler bientôt aux États-Unis entre Jean-Pierre Lafitte et Bret, le Hitman Hart. Nous savons que le pirate Jean-Pierre Lafitte s'est joint à la World Wrestling Federation et il a démontré ses prouesses athlétiques et son talent à tout le monde. Mais ce n'était pas suffisant pour ce jeune pirate. Il voulait attirer l'attention de Bret. Comme nous le savons, la deuxième fois qu'il a essayé de prendre des lunettes d'un des fans de Bret, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Quelle altercation! OK, parfait. Mais écoute, ça va être super intéressant parce que ça me rappelle des souvenirs pour moi. Je me rappelle très bien comme c'était hier quand Owen Hart s'est tourné contre Bret Hart. C'était dans un match contre les Québecers. C'était pour les titres et les Québecers avaient gagné la ceinture. Et Jean-Pierre Lafitte, je me rappelle comme toi, il allait voler les articles des lutteurs. C'était ça sa gimmick. Donc, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec Perfect Creation One, notre chum, PCO. Tu sais, quand il y a un terme qui dit « pousse pas ta loc », c'est sûr que là, Blondin pousse sa loc avec PCO. Tu sais, ça fait quoi, là, dans 4 derniers épisodes, fait 3 fois là, que je le... c'est pas 4 sur 4. Tu pousses pas mal ta loc. Ouais. Mais je fais ça pour rentrer ça dans la gorge à Ross Foreman. Tiens, toi. PCO, dans l'épisode, et on termine avec toi. On a eu Raymond Rougeau, on a eu Pierre Blais, on a eu David Jouan, on a eu Carl Leduc. Et là, on a toi parce que ce que j'ai su, c'est que tu avais affronté Bret Hart à plusieurs reprises, le Royal Rumble de 1994, Bret et Owen contre les Québecers, In Your House 3, Bret contre Jean-Pierre Lafitte, ça me dit de quoi ça? Et surtout, on m'a dit qu'à un moment donné, mon ami Pierre volait les lunettes des enfants. Et le voici! Alors Jean-Pierre Lafitte, explique-moi pourquoi tu as volé ces lunettes de cet enfant! Premièrement, Raymond, je n'ai pas volé les lunettes. Je prends ce que je veux dans la World Wrestling Federation. Oui, mais on comprend ce qui n'est pas à nous, c'est un vol! Pas dans mon livre à moi. Moi, je prends ce que je veux et puis je fais ce que j'ai à faire pour attirer l'attention de Bret the Hitman Hart. Un jour ou l'autre, il va être obligé de m'affronter. Puis il y a eu un autre In Your House, puis il y a eu
Il y a eu Ça, je l'ai Monday dit, in Night your Raw. house. Non, il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Ah! Tu as eu Oui. deux maisons. Puis il y a eu le lendemain de In Your House 3. Le premier, ça devait être le In Your House 1. C'était un dark match dessus. T'sais, ils ont fait un essai, moi puis Brett, c'était tout un combat. Après ça, In Your House 3, c'était vraiment un match qui était comme OK, build-up à la TD. Après ça, le lendemain d'In Your House 3, c'était Monday Night Raw, l'opener de Raw. Tout un match. Puis après ça, j'ai été en tournée contre Brett pendant à peu près 3-4 mois partout dans les États-Unis puis l'Europe. Ah oui. Fait que c'est quelqu'un que tu as côtoyé. Ben oui, tous les soirs. Là. Tous les soirs. Et c'est Brett. Je sais c'est qui Brett. C'est comme dans le sens que. Non, mais dans le sens que pas stressé, arriver un petit peu avant que le show commence. Tu sais, je veux dire. Ah oui? C'est Brett. Puis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Parce que, tu sais, on en a parlé, c'est un gars en tout cas, ce que les autres ont dit, quand il rentrait dans le ring, tout ça, chaque mouvement était calculé, même avant le combat. Tu sais, on le sait que sa portion qui est amère de la portion World Championship Wrestling, là, tu sais, ça a été de la scrap. Mais toi, si je te dis, pour toi, Bret Hart, c'est qui? Ben, pour moi, c'était. C'est comme des fois, du monde vont voir des Pat Patterson, se dire, hey, c'est tout un cerveau de lutte. C'est un gars de finish. Il arrive avec des finishes incroyables. Bret, pour moi, c'est plus qu'un technicien, c'est plus qu'un scientifique de la lutte. C'est un master de mettre des matchs ensemble, puis de faire des histoires que le monde va embarquer dedans, puis ils vont capoter, pendant tout le long du combat. Moi, je trouve, pour moi, Brett, c'est ça. C'est un des meilleurs pour tricoter des matchs ensemble, pour mettre des histoires ensemble. Il y avait vraiment tout le temps des bonnes idées, puis des affaires arrivaient au bon temps, au bon moment. Il y avait un timing exceptionnel. Pas juste dans le ring, mais de la manière qui prévoyait les affaires. Fait que, pour moi, Brett, c'est un genre de génie de la lutte professionnelle, le point de vue IQ de lutte. Tes expériences dans le ring avec lui, comment tu définirais ça? C'est quasiment indescriptible. C'était une grosse satisfaction à chaque combat contre lui. C'est une grande satisfaction d'avoir accompli, puis d'avoir livré la marchandise, puis d'avoir fait ça avec ce gars-là. C'est comme si tu étais avec un chef d'orchestre de haute renommée mondiale, puis tu es dans son orchestre à côté de lui, puis tu fais toute la chanson avec. Moi, je vois ça, Brett. Ouais. Vraiment, je le mets vraiment en haut d'un point de vue de la psychologie de la lutte. C'est un gars que j'estime beaucoup pour ça. Lui et Shawn Michaels. Ouais. Puis, c'est quand la dernière fois que tu l'as croisé? Je suis allé faire un show pour lui à Calgary pour sa promotion Dungeon Wrestling. Ça fait peut-être 5-6 mois là, de ça. Ah, ouais? Ouais. Ah, ouais. Ouais. OK. J'ai lutté contre le fils de British Bulldog, Harry Smith, en main event chez Brett. Ouais, c'est ça, dans le territoire à Brett à Calgary. Comment c'était ta rencontre avec Brett? Ah, on s'avait rencontrés dans une couple de signatures, de places de signature d'autographes, de conventions. Puis, il m'avait vu dans une couple de shows, mais j'allais le voir, puis hey, Brett, tu me replaces-tu? Il disait, oh, ouais, je te replace, mais il ne me parlait pas bien, mais je disais, moi, après moi, il ne m'a pas replacé. Fait que, je pense qu'il ne savait pas que j'étais actif autant que ça, ou que PCO, c'était moi, le genre, tu sais. Lui, avec, ça y a pris comme un temps pour connecter les dots ensemble. Ah, ouais. Là, un coup qu'il l'a su, il dit, je veux t'avoir sur mon show à Calgary, puis tout. Fait que, mais un coup que c'est arrivé, il se souvenait de toi d'un Québécois, puis... ouais, parce que moi, à un moment donné, je vais le voir, j'ai dit, hey, Brett, ça te tente ça, on prend une photo, parce qu'on est sur la même photo, je suis dans le sharpshooter,
Puis, tu sais, le monde, ils veulent les deux signatures, tu sais, de moi et toi ensemble. Fait que moi, j'ai signé en bas, puis toi, t'as signé en haut, mais tu sais, on prend une photo ensemble avec la photo. Là, finalement, il dit, je vais finir mon lunch. D'un coup, sa femme m'a dit, tu sais, c'est PCO, là, tu sais, des Québécois, puis Pierre-Carl Ouellet, puis tout ça. Puis là, il finit pas son lunch, je pars courir en arrière de moi. Je m'excuse, je t'avais pas reconnu. Puis là, il m'a même jasé ça. Puis, t'as toujours été un des gars, j'ai mieux lutter avec. Parce que, tu sais, quand toi, tu me lances dans le coin, puis, tu sais, tu ne m'as jamais blessé, mais tu travailles solide. Puis moi, j'aime ça des gars comme toi. Puis je t'ai mis dans mon Dungeon Collection, dans les 10 meilleurs combats de ma carrière. Puis, en tout cas, là, il part, puis des balles sont sa cassette. Tu sais, fait que là. T'as-tu laissé au moins la moitié de son lunch? Mais non. Non, je dirais pas ça. Mais en tout cas, c'est pas trop bon. C'est pas toujours une bonne idée de manger un spaghetti. Mais tu devais être content quand tu as vu qu'il allumait, là. Bon, ouais, ben là, après ça, on a pris des photos ensemble, puis tout. J'ai publié ça, ça a monté. Le monde capotait bien raide de voir moi et Brett ensemble. Ça a fait un gros smash. Là. Fait que, c'est ça. Fait que, non, ma relation avec Brett est bonne. Mais tu sais, on voit qu'il est un petit peu. On dirait qu'il est un peu amer depuis. De ne pas pouvoir performer. Ouais. On dirait qu'il aimerait ça, pouvoir performer encore, je sais pas. Ouais. Souvent, il fait des commentaires que je trouve un peu rough. Il va dire, il n'aime pas ça, là, les claques. Il y a bien des affaires qu'il n'aime pas de la lutte aujourd'hui. Ouais. C'est comme si la lutte avait arrêté en même temps que lui a arrêté, c'est ça. Ouais, un peu ça, mais je veux dire, je veux pas que ça soit repris sur des sites anglophones, là, parce que j'ai trop de respect pour ce gars-là. Là, OK, mais je vais te poser la question en anglais, fait que comme ça. Non, mais c'est ça pour dire que j'ai beaucoup de respect pour lui, puis j'aimerais ça que je pense que tout le monde, faut évoluer avec nos sports, que ce soit le hockey, le baseball, le football, la lutte. Ça ne restera pas comme c'était tout le temps. Ça va tout le temps évoluer, ça va tout le temps changer. Ouais. Puis il faut, en quelque part, oui, garder des affaires qui marchent. Puis, tu sais, la base va toujours rester la base. On gagne des championnats de la défensive. Tu sais, il y a des affaires qu'on ne changera pas. Mais la game de hockey a changé. C'est pareil sûr. comme la game de la lutte. Là, ça a changé. Tu le vois, le changement, toi? Ben oui. Fait que dis-moi, si tu avais le choix, qu'est-ce que tu préfères? Bret Hart dans les Québécois ou Bret Hart, toi, tout seul? Moi, tout seul, c'est sûr. OK. Ah ouais? Ben oui. Ben oui. Okay. Pourquoi? Parce que Bret dans les Québécois. Non, c'est parce que tu as lutté dans les Québécois contre Bret et Owen. Ouais. Tu as lutté tout seul. Fait que, tu sais, je te dis, ton top, qu'est-ce que tu choisis si tu regardes facilement mon match contre Bret. C'est facilement un de mes matchs préférés. OK. Ben, c'est une question, là. Ben, je suis pas fâché. Ben, t'as l'air fâché. On dirait que t'es ta mère envers la business. PCO, merci beaucoup de nous avoir parlé de Bret the Hitman Hart. Et ça fait drôle parce que, comme je disais à tout le monde, j'ai l'impression que j'en parle comme s'il venait de mourir. Tu sais. Ben non, il faut, parce qu'à toute fois qu'on parle d'un lutteur, mais non, écoute, on est content qu'il soit encore, des il nôtres. est actif, il fait beaucoup de signatures, il est partout dans les conventions. Il fait une dizaine de shows de lutte par année. Il a son bar à Calgary. Bret the Hitman Hart. Aller prendre un verre, je sais que t'aimes ça. Prendre un verre d'un bar, il faudrait y aller. Je ne serai pas là. On peut y aller le matin si tu veux déjeuner. Tu sais, moi, je prends un café noir. Okay. Tout pour te faire sauver de l'argent. OK, parfait. PCO, merci beaucoup. OK, Marc. Merci, là. Oublie pas, hein? Voodoo Lunch. Las Vegas, 54e étage, vintage Marc Blondin. C'est pas pas Voodoo Lounge, c'est Voodoo Steakhouse. OK. Salut, là.
ils ont le pognon, ils sont solides, base solide, grosse famille. Et maintenant, l'annonce que je voulais vous annoncer, je travaille là-dessus déjà depuis un bon bout de temps. Nouveau membre, Bret Hart. Il a dit Bret Hart. Il a bien dit Bret Hart, Bret de Hitman Hart, qui est une grosse vedette mondiale. Et là, je comprends les drapeaux du Canada. Il vient de Calgary, en Alberta. Pour le dernier bloc, j'aimerais avoir ton opinion sur Bret Hart. Toi, Marc, est-ce que tu as eu la chance de travailler avec lui? Ben, ça me surprend que tu poses la question parce que je sais que tu passes des heures et des heures sur ma chaîne YouTube et il y a des entrevues des Saturday Night Main Event. Il y a des entrevues qui ont été faites au forum. Il y a même une entrevue qui a été diffusée récemment qui était lors du reset, je pense, en 2000 de la WCW. Alors oui, j'ai une superbe photo autographiée par Bret dans mon bureau où je suis en tuxedo blanc, qui ne me ferait pas aujourd'hui en passant. Et on voit Anvil et lui sur le ring. Écoute, oui, c'était c'était. Écoute, chaque mouvement avait de l'air précis et calculé. Ça avait de l'air vrai. Quand il donnait des coups, ça avait de l'air vrai. Et on le sait que les fans de lutte, quand on veut embarquer, il faut que ça ait de l'air vrai. Et lui, il l'avait. Et on a parlé avec Raymond plus tôt dans l'épisode. Écoute, les combats entre les Rougeau et les Hart, ils ont été autant. Ils ont eu des combats, les Rougeau to face, Hart to heel, après ça, Hart to face, puis Rougeau heel. Ça a été vraiment des classiques. Oui, mais j'ai jamais été très près de lui. Ouais, c'était ça ma prochaine question. Dans le personnel, comment il était avec toi? Est-ce qu'il était sympathique? Il était business? Tu n'as jamais pris un verre avec lui? Il était business. Moi, un des bons souvenirs que j'ai, c'est à la WCW, Nathalie Tremblay, qui était notre réalisatrice, elle était venue avec nous lors d'un voyage pour faire, pour faire des entrevues. Et écoute, elle a tout simplement fondu quand elle a vu Bret Hart. C'en était comique. Elle ne savait plus quoi dire. Elle avait les jambes molles. Elle le trouvait tellement beau, tellement magnifique. Quand elle est arrivée face à lui, écoute, c'était un moment tellement drôle de voir que quelqu'un perd tous ses moyens, tous ses moyens parce qu'il est impressionné. Mais moi, avec lui, c'était business. On n'a jamais eu d'autres discussions. Mais je suis très honoré d'avoir travaillé avec lui dans 2 fédérations. C'est sûr, certain. Et ça m'amène à un autre que je suis très honoré de parler de lui sur le podcast. C'est nul autre que notre ami Max Bacon, que tu dis qu'il est le meilleur agent immobilier planétaire, mesdames et messieurs. Partout à travers le monde, le meilleur courtier immobilier, c'est Max Bacon, un bon gars, un gars de business. Vous avez quelque chose à vendre ou à acheter, appelez Max Bacon, 514-260-9415. Là, on le sait par cœur, son numéro. Bien, mais puis là, en plus, tu dis, vous avez de quoi à vendre. Il n'est pas Marketplace, celui-là. C'est des maisons. Vous avez une maison à vendre, vous voulez acheter une maison, appelez Max Bacon, 514-260-9415. Et Max, qui, je l'espère, continuera avec nous sur les prochains épisodes. D'ailleurs, la semaine prochaine, lorsque la MMA s'invite dans un ring de lutte, on aura d'ailleurs Simon Lacroix, qui sera un de nos invités pour nous faire nous parler. Je regardais la liste de noms qu'il m'a envoyé. Il y en a eu. Il y en a que ça n'a pas été un gros succès. Là. Tank Abbott, entre autres. Dans la... moi, je l'ai aimé, Tank Abbott, à WCW. Ah oui? Il me faisait rire. Il dansait avec, le groupe 3 Count. Oui, c'est ça. Je trouvais ça très drôle. C'était pas très glorieux, mais c'était drôle. Il y avait le rythme dans la peau. Ah oui, écoute, je t'ai pas vu sur un plancher de danse, mais j'imagine que toi et Tank Abbott, c'est dans les mêmes gammes de rythme. Hey, t'es donc langue sale. C'est toi la langue sale d'habitude, mais écoute. Oui, mais c'est toi qui n'arrête pas de me blaster, là. Mais là, est-ce que Simon Lacroix va avoir le syndrome du Mathieu Lavigne, qui est son grand ami, avec un top 5?
Oh, d'après moi, ça va être complet. Moi, dire, il se prépare depuis une dizaine de jours. Parce que c'est pas un thème qui est facile. Mais plus il me nommait de noms, et plus hier, j'ai regardé. J'ai regardé comment qu'elle s'appelle, celle qui était dans le Rumble des filles. Là, je me mélange dans Basley. Tu parles de Shayna Blazer? Blazer? Blazer, ouais. Qui tu me parles? Ouais. Une fille d'MMA? Ouais, elle était dans MMA avant, là. Elle était dans le Rumble hier. Blazer? Oui, Shayna Blazer, oui, mais toi, tu me parles pas de Ronda Rousey là, qui est rendue. Non, étais-tu dans le Rumble? Bon, ça, je te dis. Puis, comment eux autres arrivent, là, tu sais, sont habitués de frapper pour le vrai. Moi, j'ai bien hâte de jaser de ça. Puis, en tout cas, ça va être intéressant. Ça va être épisode 151 la semaine prochaine. Alors, regarde, on a pris l'entracte, on le fait. On retourne voir le football. Et n'oubliez pas que le 11 février, je serai au Boston Pizza du Centre Police à Laval pour animer le 58e Super Bowl. Et on salue Mario Big Boyer et toute l'équipe qui sont sûrement à l'écoute. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Fait qu'Ansem, comment qu'on termine ça, un épisode en évitant les gens à revenir la semaine prochaine? En leur disant tout simplement, ce sera incroyable!